Vital. Bonjour aux amis internautes qui nous suivent. J'espère que vous me recevez bien. Alors, avant de commencer par parler du rôle de l'armée, il est important de faire des précisions, des clarifications, je dirais, ou des mises au point, si vous voulez. En général, quand nous parlons du panafricanisme, chacun se préoccupe d'un volet donné. Et nous oublions qu'en fait, il y a un contexte qui est important pour la mise en œuvre de toutes les visions. Quelle que soit la vision, il y a toujours un contexte. S'il n'est pas favorable, la vision ne peut pas être mise en œuvre. Donc, je vais m'appesantir un peu sur ce que j'appelle l'environnement stratégique dans lequel se retrouve l'Afrique aujourd'hui. Ça va tourner autour de ça. Ça provient d'une déformation professionnelle parce que, avec ma casquette d'ancien officier des forces armées, vous comprenez que vous ne pouvez pas mettre en place un plan d'attaque ou un plan de défense sans connaître l'environnement, sans connaître qui est l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses capacités. C'est ça qui vous permet de mettre en place un plan. Avec ma capacité d'expert en études stratégiques, c'est pareil. Vous ne pouvez pas mettre en place une stratégie si vous n'avez pas connaissance et conscience de l'environnement stratégique dans lequel vous êtes. Et en général, quand nous parlons d'environnement stratégique, nous parlons des acteurs, leurs intérêts, leurs aspirations, leurs capacités, quelles sont les opportunités dans l'environnement, quelles sont les contraintes. C'est tout ça qu'il faut comprendre avant de pouvoir mettre en place une stratégie efficace. Donc, quelle que soit la vision que nous mettons en place pour le panafricanisme, si nous ne faisons pas cet effort analytique au départ pour comprendre l'environnement, nous allons toujours échouer. C'est pour ça aussi que pour la plupart, nous avons échoué par le passé. Donc, je vais m'appesantir un peu dessus. Alors, quand nous parlons de souveraineté, il est important de savoir que ça a des implications géopolitiques. Souveraineté, l'Afrique n'est pas une entité isolée. L'Afrique n'est pas une entité détachée qui vit quelque part. L'Afrique vit et est établie au sein d'un monde. Et il faut comprendre comment fonctionne le monde. Il faut comprendre comment ceux qui ont les puissances décident d'un certain nombre de choses dans le monde. Donc, j'ai préparé quelques diapos que je vais vous présenter très brièvement pour vous décliner un peu le monde au XXIe siècle. Qu'est-ce qui fait bouger les grands acteurs aujourd'hui dans le monde? Quels sont les grands enjeux qui sous-tendent les actions des uns et des autres? Parce que c'est dans ça que vous pourrez intégrer la LMA ou d'autres visions panafricanistes. Je dis ici, moi, j'interviens ici en ma qualité d'expert ou en ma qualité d'enseignant-chercheur, et donc je me dois d'éclairer l'opinion par rapport à un certain nombre de choses. Peu importe la vision, on pourra débattre de la pertinence de certains détails de la LMA ou d'autres visions. Alors, je commence par cette première diapo qui, on va plutôt commencer par la toute première diapo, Vital, si tu as, voilà, le monde en 2050. Ce tableau que vous voyez est une projection réalisée par des experts en économie. Ils nous projettent le monde en 2050. Quelles seront les grandes puissances économiques en 2050? Nous sommes en 2020. Ces études ont commencé depuis quelques années et donc périodiquement on les actualise. Quand vous regardez ce tableau, vous allez voir la colonne de gauche en 2016, au plan économique, quand vous prenez en compte le PIB avec comme indicateur le PPP, la Chine détient donc la première puissance économique, si vous voulez, en termes, avec cet indicateur dont j'ai parlé. Et les États-Unis second, l'Inde troisième, et ainsi de suite. La France est dixième. Projetez-vous en 2050 sur la dernière colonne. Alors, vous remarquez que les États-Unis passent au troisième plan, derrière la Chine et l'Inde. Vous remarquerez que la France n'est même pas du top 10 en 2050. Vous remarquez aussi que le Mexique et l'Indonésie désormais entreraient au top 10 d'ici 2050. Ce sont des projections. Les grands décideurs du monde ont conscience de ces projections. Alors, le combat qui va se mener, et donc je vais passer à la diapo suivante, le combat qui va se mener
tiendra compte nécessairement donc de ces grands enjeux qui vont définir le 21e siècle, qui vont faire courir les grands acteurs au 21e siècle. Et donc, quand vous regardez sur cette diapo, vous verrez que en 2050, suivant ces projections, si les projections sont réelles, sont réalisées, le G7 classique, donc les 7 pays classiques du G7 qu'on connaît, qui sont sur la diapo, vous voyez là, ils vont perdre, ils vont reculer. Et on va observer une montée en puissance de ce qu'on appelle le bloc des émergents, le E7. D'accord? Et le E7, donc, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Indonésie, le Mexique et la Turquie. Et pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire là, on va passer à la diapo suivante où vous verrez en fait comment est-ce que le pouvoir ou la montée en puissance du E7, donc des émergents, s'exprime. Regardez un peu le tableau. Si vous observez bien, en 1995, la part de la richesse mondiale détenue par les pays du G7 constituait le double de la part détenue par les pays émergents du E7. En 2015, les deux blocs sont passés à égalité. En 2040, donc dans 20 ans, la part de la richesse mondiale détenue par le G7 représentera que la moitié de la part de richesse mondiale détenue par les pays émergents de E7. Passons à la diapo suivante. Alors, ce que ça veut dire que beaucoup de puissances économiques d'aujourd'hui vont perdre leur place, vont reculer, et de nouveaux pays vont commencer à émerger. Et donc, tout ça aura des implications. Mais que représente l'Afrique dans tout ce que je décris? Vous vous demandez certainement, mais où se trouve l'Afrique? Le seul pays africain qui, suivant ses projections en 2050, donc, se retrouverait en pole position, si vous voulez, c'est le Nigeria. D'accord? Qui va faire partie du top 15, comme on dit. Et l'Afrique du Sud, l'Égypte et tous les autres pays classiques vont reculer également. Et donc, allons à la diapo suivante. Vous comprenez en fait où est-ce que je veux en venir. Que tout ce que je viens de décrire a des implications pour l'Afrique. Tous les pays émergents, la Turquie, l'Indonésie, le Mexique et les autres dont j'ai parlé, la Chine et tout, ne vont pas arriver à réussir s'ils ne disposent pas des ressources naturelles qui leur permettront de faire avancer leur économie, telle que prévu. Les autres qui avaient de façon classique la même mise sur nous vont tenter par tous les moyens de protéger leurs acquis. Et donc, il va s'instituer une bataille des éléphants. C'est comme ça que je l'exprime. Nous allons faire face donc à cette bataille des éléphants, cette nouvelle bataille, je dis, des éléphants. Et donc, c'est dans cette dynamique qu'il nous faut intégrer toutes les réflexions par rapport aux différentes visions sur le panafricanisme. Et donc, à cette étape-ci, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'est-ce que l'Afrique peut faire pour essayer de s'en sortir, si vous voulez, pour essayer de ne pas être victime de cette bataille des éléphants. Parce que, ne l'oublions pas, pour mieux comprendre en fait ce qui nous attend, il faut retourner à l'histoire. Le professeur Balobi a parlé de l'histoire tantôt. Je crois que M. Kolo aussi a fait référence à l'histoire. Il faut repartir à l'histoire. Au moment de la traite négrière, nous n'avions pas connaissance de ces enjeux mondiaux. Et nous avons été victimes. L'histoire s'est répétée avec la colonisation, ou si vous voulez, avec la révolution industrielle, qui a induit la nécessité pour les pays européens ou les pays occidentaux de s'approprier aux ressources naturelles. Donc, la colonisation, et là aussi, nous n'avions pas connaissance et conscience des enjeux mondiaux, nous avons été victimes. L'histoire s'est répétée encore à l'indépendance, dans les années 60. La géostratégie, la géopolitique du moment, de ce moment-là, c'était la rivalité des deux blocs occidentaux et orientaux, si vous voulez, l'Union soviétique et les États-Unis avec leurs différents alliés respectifs. Là aussi, nous sommes restés en marge. Nous n'avons pas cherché à comprendre les enjeux et encore une fois, nous avons été victimes de cette guerre froide qui a eu lieu.
Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui à un point critique où il est important de ne plus commettre les mêmes erreurs. Parce que c'est n'ayant pas compris ces enjeux que les différentes actions qui ont été menées par le passé ont été, si vous voulez, détruites par ceux-là qui n'ont aucun intérêt à voir ces actions prospérer. Et donc, tirant leçon de ce passé-là, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? C'est ça la question critique. C'est ça la question importante. Et donc, la vision LMA décrite, présentée ici par M. Kodo, quand je l'écoute, c'est vrai, il y a plusieurs aspects qu'il est important aujourd'hui d'intégrer dans une stratégie, mais il est important que la stratégie soit une stratégie globale, soit une stratégie rationnelle, soit une stratégie fondée sur l'analyse que nous appelons le strategic thinking, la pensée stratégique. Et si nous ne faisons pas ça, nous allons encore nous retrouver dans les mêmes erreurs commises par le passé. Donc, quand je dis, par exemple, une pensée ou une stratégie fondée sur la pensée stratégique ou sur la rationalité, c'est nous démettre de toutes les émotions. Je suppose que M. Ati va parler du franc CFA tout à l'heure, quand nous abordons ces débats-là, il y a beaucoup d'émotions. Il faut qu'on arrive à prendre le dessus. Nous devons faire confiance à la raison, à la rationalité. Il n'y a que ça qui nous permettra de trouver des solutions vraiment idéales. Et l'autre chose, quelle que soit la stratégie à mettre en place, il faut qu'elle soit multidimensionnelle. Donc, on peut le voir par exemple avec l'exemple du LMA, ce n'est pas seulement une composante, c'est plusieurs composantes. Et moi, à présent, je vais mettre la casquette d'expert en stratégie de défense. Les autres pays que nous avons en face, si vous voulez, les outils qu'ils ont à leur disposition, qu'ils développent, sont multidimensionnels. Et nous résumons cela généralement en termes de DIME, D-I-M-E. Le D pour la diplomatie, le I pour l'information, le M pour le militaire et le E pour l'économie. La diplomatie et l'information ont tendance à se rejoindre. Vous allez voir dans toutes les ambassades, il y a toujours une entité qui essaye de s'engager dans des actions publiques. On leur donne généralement beaucoup de divers noms. L'autre aspect, c'est l'information. Demandez-vous un peu le rôle de RFI, de France 24, de BBC, de CNN, de tous ces autres organes. Ou même, demandez-vous en quoi, pourquoi est-ce qu'un pays comme le Qatar, minime dans sa taille, s'évertue à financer Al Jazeera et à faire en sorte qu'il soit représenté partout, y compris ici les États-Unis. Donc, l'outil de l'information est important. Et le M, évidemment, c'est sur ça que vous m'interpellez, mais je n'ai pas voulu m'appesantir sur le M, l'armée ou le militaire, l'outil militaire, parce qu'il n'est pas isolé des autres outils également. Et je vais espérer que M. Ati se prononce sur le E, dont je vais parler dans ces détails. Donc, je vais rester avec quelques minutes, si vous permettez, sur le rôle donc, du M dans le DIME que j'ai présenté, ou l'armée. La première remarque que j'ai à faire à ce niveau, c'est quoi? C'est qu'il y a un peu un déficit de confiance entre les armées africaines et leur peuple. Il est important de travailler à rétablir cette confiance. L'armée est issue du peuple, l'armée est au service du peuple, et s'il n'y a pas confiance, on ne peut pas obtenir de bonnes performances de nos armées. On ne peut pas avoir un consensus autour de l'investissement à faire pour développer nos outils militaires. Et il y a plusieurs autres conséquences qui dérivent donc de ce manque de confiance, de ce déficit de confiance. Tenez, quand moi j'ai intégré l'armée béninoise en 1995, on nous traitait de petits soldats de Soglo. En 1996, quand Kérékou est venu, on nous a traités de petits soldats de Kérékou. Et puis après, nous sommes passés aux petits soldats de Yayi. Et je suppose qu'aujourd'hui, mes camarades sont traités comme les petits soldats de Patrice Talon. Ça, c'est le cas du Bénin. Et vous allez au Togo, c'est pareil, et ainsi de suite. Alors, vous avez donc une situation où le peuple
semble être en adversité par rapport à cet outil essentiel à sa disposition. Et comme par hasard, tous les chefs que j'ai cités sont passés. L'armée est restée. Donc, si on ne trouve pas une formule pour redynamiser les relations civilo-militaires, pour redynamiser les rapports entre l'armée et son peuple, nous n'allons pas pouvoir bâtir les outils qu'il nous faut. Ça, c'est un point capital. Et l'autre point également, évidemment, quand nous parlons de réformes ou de choses à faire, il faut restructurer l'armée. Je vais parler dans ce détail, on pourra toujours parler de ça dans les questions. Mais le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour arriver à mettre en place une vision ou une stratégie qui protège la souveraineté de l'Afrique, qui renforce la souveraineté de l'Afrique, il faut à tout prix mettre en place un contexte favorable. Et l'une de nos vulnérabilités aujourd'hui en Afrique, c'est la politique intérieure de nos différents États. C'est là, parce qu'en stratégie, quand vous voulez examiner votre adversaire et mettre en place un plan, vous évaluez les vulnérabilités de votre adversaire. Donc, c'est de la politique intérieure que tirent profit ceux-là qui nous manipulent, qui nous instrumentalisent, qui tirent profit de nous. Donc, il faut arriver à mettre en place un système qui renforce la politique, qui plutôt réduit les risques d'instrumentalisation et de déstabilisation de la politique intérieure de nos pays. C'est très facile. Les autres n'ont pas besoin d'armée pour nous envahir. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'utiliser de petits outils à leur disposition. On peut aller dans les détails si vous souhaitez. Et ils peuvent très facilement déstabiliser nos pays. Donc, il faut arriver à renforcer les mécanismes intérieurs et protéger un peu ce que nous appelons le centre de gravité de nos différents systèmes, des systèmes sociaux que nous avons. Donc, voilà un peu ce qui nous attend. Je suis resté très général parce que je me dis que dans les questions, on pourra aller donc de façon un peu plus spécifique si vous souhaitez. Voilà en gros ce que j'allais dire par rapport à la question des différents outils à mettre en œuvre pour renforcer la souveraineté de l'Afrique. Et je rappelle, j'insiste pour dire, ces outils ne peuvent pas être isolés les uns des autres. La stratégie à mettre en place doit être globale et rationnelle. Et puis, il nous faut forcément essayer de redynamiser les rapports entre l'armée et le peuple dont elle est issue. Merci. Merci.